Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver toujours sur Global Industrie, salle comble, salle pleine, un sujet qui va beaucoup intéresser. Dans la transformation numérique des entreprises qui est en marche, le concept de jumeaux numériques s'installe progressivement et apporte aux entreprises un nouveau potentiel dans la performance, la modélisation, les choix stratégiques et dans bien d'autres secteurs encore. Nous allons explorer les dernières tendances de ce concept digital d'envergure avec 3 experts que je remercie de nous avoir rejoints. Philippe Véron, bonjour. Vous êtes président de l'association des Instituts Carnot et directeur du Carnot Art. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Denis De Becker, vous êtes senior partner chez Muse Partners. En effet, bon après-midi à tous. Et Eric Padiolo, bonjour. Vous êtes IoT Program Manager au CETIM et à l'Institut Carnot aussi. Exactement. Voilà. Alors, on va avoir avec vous 3 éclairages complémentaires. Je commence avec vous, Philippe Véron. Les Instituts Carnot, dont vous êtes président, ont un champ d'action très large qui relie la recherche, l'entreprise, les pouvoirs publics. Ce concept de jumeaux numériques qui se consolide depuis plusieurs années déjà, comment vous le voyez aujourd'hui et quelles sont ses grandes caractéristiques ? Merci. Alors, d'abord, en un mot, les Carnot, c'est la recherche pour l'innovation des entreprises et les 39 instituts Carnot français couvrent tous les domaines de la science et développent leurs activités de recherche en lien avec le monde industriel. Alors, plus précisément, donc, au sein de l'Institut Carnot Art, qui est porté par Arts et Métiers, on développe bien sûr un certain nombre de sujets de recherche, dont le jumeau numérique. Et finalement, c'est des travaux qu'on mène de manière pluridisciplinaire entre plusieurs laboratoires. Sur l'Institut Carnot Art, c'est 23 laboratoires de recherche. Et pour venir sur ce sujet du jumeau numérique, finalement, le jumeau numérique, c'est aujourd'hui la suite logique dans tout le processus qui s'est déroulé ces dernières décennies sur la digitalisation des cycles de vie produits, avec au départ la conception assistée par ordinateur, puis la simulation numérique qui a pris de plus en plus de place. Aujourd'hui, on a massivement digitalisé les phases amont du cycle de vie des produits avec la phase de conception de produits, d'industrialisation. Et le jumeau numérique va venir prendre la suite sur, finalement, le jumeau numérique, c'est le clone numérique du produit en service pendant toute sa vie en service jusqu'à sa fin de vie. Voilà, et donc on y reviendra, je crois, tout à l'heure, mais on développe bien sûr des travaux autour du jumeau numérique, et notamment avec une approche hybride sur laquelle je reviendrai peut-être un peu tout à l'heure. Tout à fait, et on peut préciser qu'on est parti au début du produit, comme vous avez bien fait l'historique, on est parti du produit, mais maintenant ça s'est étendu, ce concept, à des structures, des systèmes. On évoquera ça bien sûr avec les entreprises. Oui, je crois que dans ce domaine-là, la notion de produit n'est pas limitée à l'automobile ou à l'aéronautique. Une usine, c'est un produit, un bâtiment, c'est un produit. Donc, tous les systèmes finalement réels qui existent peuvent avoir un jumeau numérique, y compris nous-mêmes, les êtres humains. Et tout à fait, on le voit avec la reconnaissance faciale et tous ces principes. Denis De Becker, un mot donc sur Muse Partners, peut-être pour commencer, et puis après, quelle est votre approche, votre vision de ce jumeau numérique ? Alors, je dirais que c'était naturel qu'on s'intéresse aux jumeaux numériques chez Muse. Bon, moi, je suis tombé dans le PLM quand j'étais petit, dans la marmite du PLM. Et Muse Partners s'est fondé en 92 sur la performance, la R&D et le PLM, qui ne s'appelait pas encore PLM à l'époque. Et du coup, dans un des... On rappelle peut-être le PLM pour... Oui, alors Product Lifecycle Management. Donc, c'est la gestion, effectivement, du cycle des données des produits sur l'ensemble du cycle de vie. Donc évidemment, il y a la superposition avec un gros morceau du jumeau numérique s'impose. Et du coup, après, nos clients nous ont naturellement demandé des questions. Qu'est-ce que je fais avec le jumeau ? Est-ce qu'il faut que je passe jumeau numérique ? Donc on a eu plein de questions comme ça, tout secteur confondu.
Et donc, Muse, qui est un cabinet de 160 personnes avec un gros focus sur la définition numérique du produit, s'est intéressé à ça et a pris un certain nombre de positions et d'expériences. Moi, je commencerai peut-être par un petit distinguo, parce que le jumeau numérique, c'est polysémique, c'est mot-valise, on met plein de trucs dedans différents. Du coup, je pense que ce n'est pas inutile d'essayer de faire quelques distinguos. La première, c'est, comme l'a dit Philippe Véron, c'est la définition numérique. C'est la représentation numérique du produit. Le bon vieil exemple historique, c'est la maquette numérique. À partir du moment où on a eu de la CAO 3D et que cette CAO qui a des fonctions de rendu réaliste, il y avait de la ressemblance entre le numérique et le physique. Et la ressemblance, c'est jumeaux. Elle est là, dès qu'il y a un peu de ressemblance, on peut penser aux jumeaux. Bon, je parle de ça il y a 30 ans. À partir de là, on a donc ce jumeau qu'on pourrait dire statique, qui est la représentation la plus fidèle, la plus réaliste de l'objet physique, mais vient tout l'aspect de la simulation. Donc c'est le jumeau permettant de rendre compte de comportement du produit, donc dans son utilisation dans sa vie. Donc là, on ne fait pas simplement la modélisation, la représentation, la ressemblance de la représentation physique, mais du comportement, comment il va se comporter, quelle va être sa performance, avec de la prédiction et puis de l'optimisation derrière. Je voudrais aussi préciser quand même... C'est un peu tout ce qui est crash test et toutes ces choses-là, ça peut rentrer dans ce cadre-là, par exemple. Tout à fait, oui, mais c'est aussi, dès qu'on a tout ce qui est analyse, simulation, résistance des matériaux, éléments finis, électromagnétisme... et tutti quanti aussi quand on fait de la plasturgie, des écoulements. Enfin, il y a beaucoup de thèmes que vous connaissez mieux que moi, chacun dans sa spécialité. Il y a quand même une chose que je voudrais aussi distinguer, il y a le produit, mais il y a aussi l'outil de production du produit. Pour faire très simple, il y a une automobile et il y a la chaîne de production de l'automobile. Jumeau numérique du produit automobile, jumeau numérique de la chaîne de production d'assemblage, la FAL pour l'aéronautique, la ligne d'assemblage finale, etc. etc. Donc c'est quand même plus pratique de distinguer. Est-ce qu'on parle du jumeau numérique du produit avec sa simulation, produit en opération, ou de la chaîne de production du produit. Donc après, évidemment, quand on parle d'une usine, d'une centrale, turbine à gaz ou nucléaire ou autre, ou d'une utility, d'une rame de métro, là, il y a un seul exemplaire. Donc là, le produit lui-même, ça va être un produit usine. Donc là, l'ambiguïté n'est pas là. Mais c'est quand même utile de distinguer tous ces aspects du jumeau numérique, je pense. Tout à fait, parce que ça met en plus quand même, il y a des caractéristiques différentes. Si on est sur un produit et l'usine ou l'entreprise ou tout un écosystème, ça va être un assemblage de produits. Donc c'est très utile de faire ce distinguo dès le départ. Éric Padiolo, vous êtes donc vous IoT Program Manager au CETIM. Le CETIM, on rappelle, très présent ici quand même sur Global Industries, partenaire de longue date, historique même. En quelques mots, je peux effectivement revenir dessus. Donc Centre technique des industries mécaniques. On est finalement, nous, à la frontière entre le monde de l'industrie et le monde de l'université. On est Institut Carnot aussi pour ça, pour transférer les savoir-faire et les nouvelles méthodologies, les nouveaux outils vers l'industrie. De deux manières, ça peut être de manière totalement collective sur nos fonds propres, entre guillemets, qui nous proviennent de la taxe prélevée chez les industriels de la mécanique. Et ça peut être aussi de façon tout à fait privée sur des besoins confidentiels et personnalisés. Côté jumeaux numériques, pour y venir, c'est quelque chose qui nous permet de finalement adresser l'ensemble de la chaîne de valeur, puis la captation de données sur les produits, jusqu'à la mise en service et l'utilisation par les industriels ou les utilisateurs finaux des produits. Donc on a historiquement des savoir-faire métiers au CETIM sur les capteurs, contrôle, mesure, récupérer de la donnée. On a aussi des savoir-faire historiques sur tout ce qui est simulation, expertise de différents métiers, mécaniciens, dont on a parlé un petit peu déjà. Le but du jumeau numérique, c'est justement de faire la passerelle entre tout ça, grâce à l'IoT notamment. C'est une des technologies qui a permis le déploiement du jumeau numérique et qui fait, je pense, qu'on en parle aujourd'hui et que ça devient accessible à tous.
Donc voilà, mon métier au CETIM, c'est ça. C'est de faire la passerelle entre les deux et de pouvoir jongler avec toutes les technologies, de gérer l'interopérabilité, de s'adresser aux différents besoins, différentes finalités du jumeau numérique. Il n'y en a pas un, il y en a une infinité en fonction des besoins. Et c'est ça aussi qu'il faut être capable de traduire et de bien spécifier pour ne pas faire une usine à gaz, quoi. Sans parler du domaine énergétique dont on parlait tout à l'heure. Hein, tout à fait. Et on peut peut-être commencer là-dessus. Il faut, on le voit dans ce que vous évoquez à l'instant, pas forcément réconcilier, mais faire travailler ensemble des gens qui viennent des fois de la mécanique, des fois du monde très très physique, avec les gens qui vont faire la représentation digitale et numérique. Donc il y a cette liaison à créer avec des passerelles très nombreuses entre des ingénieurs et puis des purs digitaux, des purs geeks qui vont faire la représentation, dupliquer la représentation. Comment ça se passe concrètement, ça par exemple Philippe Véron? Je peux répondre un peu là-dessus. Nous, c'est l'ADN un petit peu justement de l'Institut Carnoir de faire travailler ces laboratoires ensemble avec des compétences effectivement qui sont pluridisciplinaires, multiphysiques. Il faut des compétences, il faut des gens qui connaissent, qui soient capables de modéliser les comportements physiques, divers et variés, mécaniques, thermiques, acoustiques, tout ce qu'on peut imaginer. Pour capter des données, il faut être capable de faire de l'instrumentation, il faut être capable de faire du traitement des données avec des données de qualité, faire de la modélisation de systèmes multiphysiques et de plus en plus introduire aussi des techniques d'intelligence artificielle, de machine learning, deep learning, pour faire de l'apprentissage de comportements physiques, des systèmes physiques, pour les intégrer dans les jumeaux numériques. Et puis, on a aussi, notamment dans les laboratoires arts et métiers, un certain nombre de plateformes technologiques pour faire de l'expérimentation et pour, bien sûr, valider et mettre en œuvre tout ça. On est sur la donnée, ça va être un sujet très très important. Donc il y a cette récupération des données par des gens du métier. Et puis après, il y a un labo, des chercheurs, des scientifiques qui vont traiter toute cette donnée, qui vont en faire, qui vont l'interpréter, qui vont la reformuler peut-être, la formaliser, de façon à faire un double digital qui soit fiable et qui puisse rendre compte effectivement de... Oui, alors sur ce sujet-là, c'est clair qu'il y a des verrous et des enjeux très forts autour des data, de leur acquisition, de leur traitement et de leur exploitation, évidemment. On peut construire des jumeaux numériques basés sur les données, en fait, uniquement. On appelle ça, nous, du digital twin. La difficulté, effectivement, c'est qu'en général, il faut beaucoup de données. Et dans un certain nombre d'applications industrielles, les données peuvent être complexes à acquérir, peuvent être difficiles à traiter, à exploiter. Voilà. Et alors, du coup, nous, on développe plutôt une approche une méthodologie de construction de jumeaux numériques hybrides. Le jumeau numérique hybride, c'est quoi? C'est, en fait, l'idée, c'est de dire on a des modèles de comportement basés sur la physique qu'on maîtrise plutôt bien à travers des codes de simulation numérique aujourd'hui. On va utiliser en fait ces modèles de comportement basés sur la physique pour faire, on va dire, la première réponse du jumeau numérique par rapport au système physique. Mais on sait aussi que dans ces modèles de comportement basés sur la physique, ces modélisations, il y a un certain nombre de phénomènes qu'on sait mal modéliser, qu'on s'est mal représenté, et puis on a aussi un certain nombre de phénomènes qui évoluent au cours du temps dans un système physique, dans un produit en fonctionnement. Il y a de l'usure, il y a des jeux, il y a des phénomènes thermiques qui peuvent évoluer. Et donc cette part qu'on appelle finalement une part d'ignorance qu'on a dans ces modèles basés sur la physique, on va venir en fait la corriger par des données effectivement issues des systèmes réels. Et du coup, ces données, on en a besoin de beaucoup moins. Par contre, il faut effectivement des données de qualité pour pouvoir construire justement donc ces jumeaux hybrides qui sont finalement le couplage entre un jumeau virtuel, donc construit à partir de modélisation, et un jumeau digital construit à partir de données réelles.
Donc voilà un petit peu les travaux qu'on mène entre différents laboratoires du quart noir et sur différents types de produits ou de systèmes. Comme on le disait tout à l'heure, il y a tout un tas de domaines où on peut développer des jumeaux numériques. Et du coup, ça donne un jumeau très évolutif. On voit là actuellement sur l'écran vos images, Eric. On peut peut-être parler de ce type de représentation avec, comme vient de l'évoquer Philippe, une première modélisation basée sur tout ce qu'on a de données au départ. Et puis après, le jumeau va évoluer. On va le faire évoluer en fonction les deux vont se challenger en fait, le jumeau et le produit réel. C'est la version ultime du jumeau, effectivement, Voilà. qu'elle puisse réagir en temps réel pour pouvoir contrôler quelque chose qui vit. On est soit dans une phase de production où il faut suivre la chaîne de fabrication. On est aussi sur un produit, comme on peut le voir à l'écran, où là, la voiture autonome, c'est quand même un véritable exemple de jumeau numérique. On a le modèle de la voiture qui tourne, qui permet donc de capter l'information et de faire réagir et piloter la voiture telle que prévue. Voilà. Il y a quand même deux niveaux, et c'est là où je voulais en venir quand vous avez mis cette image, c'est qu'il y a quand même deux niveaux dans le jumeau numérique. Il y a la partie conception et la partie utilisation. Dans la partie conception, on va plutôt faire confiance au terrain. Donc on va capter les données, on va construire un modèle qui est représentatif de la réalité. On va le corréler finalement. Une fois que ce modèle est fiable, valide, alors on peut passer en utilisation. Et là, c'est plutôt l'inverse. On va faire confiance au modèle jusqu'à temps que le réel nous dise « ça diverge ». Quand ça diverge, là, il faut soit avoir déjà la réponse, ce n'est pas tout le temps le cas, et quand on n'a pas la réponse, on demande à l'utilisateur ou à l'opérateur de renseigner. Est-ce que le modèle est bon et il y a un défaut dans la machine, voiture ou autre, soit le modèle, finalement, non, il n'est pas très bon, et il y a une situation de vie qu'il faut réapprendre, et c'est là où, bien sûr, le traitement de la data devient extrêmement important pour que tout ça, ça soit fait aussi en automatique. Alors on le voit, il y a beaucoup d'étapes d'utilisation et de concrétisation de ce jumeau numérique. On peut peut-être avec vous, Denis, faire toujours en gardant l'image, on va voir, il y en avait une autre aussi sur un moteur qu'on va voir. Voilà. Je vais le mettre à l'image. Les différents secteurs qui utilisent le jumeau numérique, il y en a qui sont à la pointe, d'autres qui juste démarrent aujourd'hui à utiliser ce concept. Effectivement, on peut faire un petit tour d'horizon. Alors moi, je vais me placer d'un point de vue de projet industriel. Donc peut-être pas sur des activités pures, de recherche, mais sur vraiment la conception, la production. L'application pure et dure. Très terrain industriel. Je voudrais aussi souligner, comme l'a dit Philippe Véron et Eric Padio, expliciter une chose, c'est qu'on parle vraiment de jumeau numérique quand on a des retours terrain des données des produits. Sinon, on est encore finalement dans la maquette numérique classique. Le jumeau numérique, ça induit, c'est pas écrit dans les mots, mais ce concept en fait implique qu'on a une boucle de rétroaction avec des données réelles. Et donc on peut faire plus que juste le jumeau numérique statique, abstrait. Là, on a le terrain de la vie du produit qui remonte. Et c'est ce rebouclage qui fait l'intérêt du jumeau, enfin un des gros intérêts du jumeau. Alors si on fait un petit tour d'horizon sectoriel, on pourrait commencer par le plant, par exemple, l'usine, puisque c'est pas forcément toujours celui qui vient en premier en tête. Ou les centrales, par exemple les centrales turbines à gaz, les centrales électriques, le nucléaire, les utilities. Donc là, on voit, il y a des choses qui sont très anciennes. Par exemple, le fait d'utiliser du scan 3D d'installation pour le compléter et être prêt quand on va faire des opérations, par exemple d'arrêt de tranche, des opérations de maintenance, de pouvoir agir sur une configuration appliquée réelle et pas seulement l'appliqué qu'on croyait ou celui qu'on avait dans les bouquins, enfin dans la CAO. Là, on a le réel. Typiquement, par exemple, c'est pas tout plan, c'est pas forcément des angles à 90 degrés, mais ça va être à 88,7 degrés. La plateforme offshore, peut-être que son pont supérieur, il fait des vagues depuis.
Enfin, il a un petit peu ondulé depuis. Donc là, on a l'asset réel. Donc là, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Maintenant, ce qui aussi s'amplifie largement, c'est le nombre de capteurs et la remontée et l'exploitation des données de ces gros assets. Par exemple, des données beaucoup plus fines sur les machines tournantes d'une usine à gaz ou d'une grosse installation qui permet, avec justement tous les algorithmes de type IA, de learning supervisé ou pas, de pouvoir aller vers la maintenance prédictive et gagner des sous. Pareil, hein, quand on arrive à faire des arrêts de tranche où on ne se plante pas parce qu'on sait exactement comment est l'usine, la centrale, et bien là on gagne des jours de production, donc là c'est tout de suite des gros chiffres rentables quand il s'agit d'un gros asset, d'une grosse usine, grosse centrale. Après, ça, on pourrait appliquer le même genre de choses sur les usines de production automobile ou les FAL, les lignes d'assemblage aéro. Après, évidemment, quand on a souvent à l'esprit l'automobile, avec quelques aspects, il y en a un, c'est l'évolution qu'on connaît bien vers le véhicule connecté, mais avant ces étapes-là, il y a le véhicule autonome, pardon. Avant ça, il y a tous les services connectés dans la voiture qui amènent à être capable de faire un jumeau numérique avec tous ces logiciels qui amènent tout de suite à des questions bien pénibles de maîtrise de la configuration. C'est quoi vraiment ma configuration spécifiée, ma configuration conçue, construite, maintenue, et du coup, si on ne maîtrise pas ça, le jumeau numérique qui peut être à côté de la plaque. Et alors là, voilà. Et donc, il faut pouvoir gérer ça. Idem pour la diversité, qui dans l'automobile est un point extrêmement difficile, puisqu'on connaît que la combinatoire est en milliards. Donc, il faut pouvoir avoir une maquette numérique qui rende compte de la diversité, peut-être avec des configurateurs permettant d'avoir le jumeau numérique de l'option machin, la couleur truc. Il y a des exemples sur le salon, par exemple, de rendu de jumeaux numériques d'hélicoptères selon les options qu'on veut montrer aux clients. Bon, là, c'était pas dans la voiture, c'était dans l'hélico, mais c'est même topo. Après, on a des secteurs émergents. On a parlé un petit peu de la santé. Il y a des efforts de faire le corps numérique, mais aussi les modélisations des molécules, des interactions dans des molécules et des principes actifs pour la découverte pour les laboratoires de R&D de pharmaceutique. Et puis, je peux citer aussi... la ville, c'était intéressant. Voilà, la ville. Alors la ville, c'est assez intéressant parce qu'il y a des tentatives à très grande échelle. Build Britain, là, à l'échelon d'un pays. Il y a des villes qui commencent à y aller. En Singapour, il y a des choses assez impressionnantes qui ont été faites sur Singapour. Hein. On peut regarder... Tiens, il y a une voiture qui se balade, qui a pas son pot catalytique, c'est quoi sa plaque d'immatriculation, etc. Après, on a, ou alors les réseaux d'éclairage de la Grande Motte, par exemple. Donc un certain nombre de choses comme ça, ou les réseaux la maquette numérique du Grand Paris Express, qui sont des exemples, qui peuvent aller dans le détail, futures gares, etc. Donc là, il y a tout un secteur qui est en train de se structurer, avec typiquement des problématiques par exemple, de connexion entre le BIM, le Building Information Management, donc la CAO du bâtiment d'une part, et les systèmes d'information géographique pour pouvoir bien positionner les bons bâtiments au bon endroit. Donc là, on est dans des technologies particulières à cet énorme secteur de la construction. Ça peut être intéressant de rebondir sur le point que vous évoquez. C'est un peu comme dans l'IoT. Hein, Eric, vous êtes spécialiste de l'IoT. On s'aperçoit qu'on a à aligner en fait des protocoles différents. On a même dans la donnée qu'on récupère une grande c'est très hétérogène les données qu'on récupère. En plus de la masse, donc on a vraiment une masse de données, mais elles sont surtout très différentes. Il faut réconcilier tout ça. Comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement déjà, pour la partie remontée de données, on peut s'adresser à des ensembles très gros. Moi, ce que je conseille, et en tant que CETIM, on adresse beaucoup le tissu industriel français, donc PME, TPE en majorité. C'est pas réservé aux grands groupes, le jumeau numérique. Bien sûr. Il faut qu'on ait des matériels capables de récupérer ce type de données. Voilà, pour avoir un minimum de données. Elles viennent de machines qui peuvent être récentes ou anciennes.
Donc les machines récentes sont équipées d'automates, elles sont connectées by design. Donc les données sont disponibles avec des formats interopérables type OPCUA par exemple, qui permettent de remonter les données et d'aller jusqu'au logiciel, jusqu'à la simulation. Quand ce n'est pas le cas, il faut développer ou utiliser des librairies qui sont majoritairement open source quand même, qui permettent de transférer les données d'un format à un autre et les rendre exploitables. On parle beaucoup de 3 dimensions là, ça peut être aussi une dimension. On n'est pas obligé de faire un modèle CAO 3D. Un modèle une dimension peut suffire pour certains cas, notamment dans la maintenance dont on parlait pour les machines. Le modèle CAO, il ne sert pas à grand-chose en fait. On va chercher des défauts dans les pièces, donc il faut identifier le juste paramètre et aller chercher cette information-là. Si elle n'existe pas, oui, il faut mettre des capteurs, il faut rajouter une petite gateway ou repasser par les systèmes existants pour récupérer cette donnée-là. Mais en général, dans l'industrie, on est déjà bien câblé. Les données remontent déjà à des systèmes de gestion d'entreprise, type ERP ou même MES maintenant. Donc voilà, les canaux, ils commencent à exister de plus en plus. En tout cas, les solutions sont sur étagère, y compris pour les petites sociétés. C'est vraiment ça qui est important. Elles sont sur l'étagère, mais il faut les amener dans l'atelier. Il faut savoir faire l'architecture. C'est l'architecture qui est compliquée, peut-être, oui, effectivement, pour savoir quel outil prendre à quel moment et pourquoi. Oui, non, juste pour compléter ce que vous disiez, il y a évidemment des verrous sur les problèmes de protocole, enfin tout un tas de problématiques techniques. Il y a aussi un vrai enjeu sur quelles sont les données qu'il faut acquérir, où est-ce qu'il faut placer les capteurs, comment. Ça, c'est un vrai sujet, une vraie problématique. On a travaillé par exemple sur des opérations de perçage et de la surveillance d'opérations de perçage d'usure d'outils. Aller mettre des thermocoupes pour mesurer la température au bout d'un outil, c'est compliqué. Et on s'aperçoit finalement qu'en surveillant l'intensité du courant dans la broche, on arrive à avoir une très bonne estimation finalement de l'état de santé de l'outil. Et c'est beaucoup plus facile effectivement de mettre un ampèremètre que d'aller mesurer une température. Donc il y a tous ces sujets-là, et ça nécessite effectivement une bonne connaissance des phénomènes physiques en fait et des comportements physiques qui sont dans tous ces produits-là. Oui, vous voulez dire ? Je voudrais aussi donner un point complémentaire tout à fait à ce que vient de dire Philippe Véron. Il y a aussi le problème de la propriété. C'est bête, mais à qui elle est la donnée ? Vous avez un produit, un usage du produit. Eh bien, ces données, il y a quand même un petit problème de savoir à qui elle est, qui peut l'exploiter et qui peut en exploiter les conséquences. Bon, alors, si vous avez votre véhicule qui est connecté, vous pouvez, avec certains véhicules, cliquer pour envoyer les données. Vous ne savez pas forcément à qui. A priori, ça a l'air de partir vers le constructeur. Mais après, qu'est-ce qu'il en fait ? À quoi ça sert ? Est-ce que ça va servir à votre assureur pour vous dire « Ah, vous êtes un super conducteur, donc je vous fais un super bonus ?» Mais bon, voilà. Donc, il y a ces choses-là. Mais il y a aussi les intermédiaires qui exploitent ces données. Donc, c'est quand même savoir à qui c'est ça. En particulier, plus dans le B2B, quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui possède un asset, qui le fait exploiter par quelqu'un, qui lui-même a des sociétés qui exploitent des systèmes, puis après d'autres sociétés qui mettent des capteurs, et puis enfin il peut y avoir une petite cascade, un petit millefeuille organisationnel. Et donc qui est-ce qui va pomper l'or, le nouvel or noir des données, le nouveau pétrole, et à qui ça appartient, qui l'exploite. Donc c'est quelque chose qui doit être pensé dès le début, y compris quand on fait du rétrofit, parce qu'on a rajouté des nouveaux capteurs avec des nouvelles technos. Donc ça, c'est quand même un problème assez pénible qui va de pair avec un deuxième problème que je voudrais citer tout de suite. Là, c'est on a besoin que le jumeau numérique soit d'un accès large. On voudrait faire du collaboratif externe, en particulier pour la partie conception des jumeaux numériques. Et puis en même temps, on veut de la cyberprotection dessus, parce qu'il n'est pas question que les concurrents ou que les méchants aillent mettre leur nez, aillent mettre leur virus dans les centrifugeuses, etc., etc. Donc oui, exactement, il y a ce double enjeu un peu paradoxal entre j'ouvre un maximum mes chaînes de production et en même temps j'essaie de les protéger. On est sur cette thématique de la donnée qui est assez cruciale dans la thématique du jumeau numérique. Les nouveaux métiers émergents, on en parle beaucoup, des data scientists, des data experts. Comment on les met en place, comment on les forme ? C'est un peu en marchant, j'ai l'impression. Comment on les inclut à un moment donné dans la chaîne ? Comme vous évoquiez, on a
la première formalisation PAO ou 3D du produit, comme on le voit actuellement là. Et puis après, on va rentrer dans une interrogation permanente, un ping-pong entre le double numérique et la vraie pièce, la réalité. À quel moment les experts de la donnée vont intervenir et vont progressivement prendre une place importante dans la gestion du jumeau? Je dirais, j'aurais tendance à dire le plus tôt possible, en fait. En tout cas, c'est clair que on a, alors si je reprends le cas du car noir, on a un certain nombre de laboratoires qui sont effectivement plutôt des laboratoires, on va dire, autour de la physique, de l'ingénierie, de la mécanique, etc. Mais on a aussi des laboratoires de réalité virtuelle et des laboratoires d'intelligence artificielle. Ces équipes-là, on les intègre le plus tôt possible parce que je crois quand même que ces data scientists, pour qu'ils puissent mettre en œuvre les bonnes techniques derrière d'intelligence artificielle, d'apprentissage artificiel, etc., il faut quand même qu'ils comprennent un peu les données qu'ils manipulent, d'où elles viennent, leur niveau de qualité, leurs défauts potentiels. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est un vrai sujet aussi que de faire apprendre aux jumeaux numériques à reconnaître les défauts, les dysfonctionnements. Et donc, on va, à travers typiquement ces techniques d'apprentissage artificiel, venir introduire dans les données des signatures de défauts, en fait, pour que derrière, le jumeau numérique soit capable de reconnaître et de réagir quand ce même défaut va se produire pour de bon, effectivement, sur un système, une installation en fonctionnement. Dans la donnée, on apprend, là on va assez loin finalement dans l'apprentissage de la machine, parce qu'on lui donne une clé un peu d'intelligence. Si elle-même détecte, tiens, 2 plus 2, on m'a dit que ça faisait 4, et là pourquoi ça fait 5, on va assez loin dans cet apprentissage dans le machine learning aujourd'hui. Ça nous fait aller dans des sphères où on est vraiment proche de l'intelligence. C'est plus seulement j'ingurgite de la donnée, c'est je sais reconnaître dans cette donnée, j'ai quelques paramètres pour déceler de moi-même en tant que machine, tiens, où il peut y avoir une erreur, et à ce moment-là je questionne. Oui, c'est tout à fait. Enfin, c'est ça, et c'est tout à fait essentiel si on veut pouvoir effectivement utiliser le jumeau numérique comme un outil efficace pour faire de la maintenance prédictive. Tout à fait, parce qu'après, il va devenir un outil d'aide à la décision. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, Denis, je crois, c'était que après, c'est à lui qu'on va faire confiance finalement. Oui, donc, il faut que la donnée qu'il ait ingurgitée soit bonne, fiable et oui, parce que dans certains cas, le jumeau numérique, il va conditionner des choses qui sont peut-être en lien avec la sécurité de l'utilisation du produit. Si vous formez par exemple quelqu'un longuement sur une maquette numérique, à voir qu'est-ce qui se passe en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe en cas de travaux et que la maquette n'est pas fiable et que ça ne se passe pas comme ça dans la vie réelle, là, il y a des problèmes, sans parler de tout ce qui est les logiciels qu'on télécharge qui peuvent être liés à la sécurité. Donc là, effectivement, il peut y avoir des cas où la sécurité est en jeu et on ne peut pas jouer. Après, sur la question des compétences, ce qui est compliqué avec le jumeau numérique, c'est qu'il y a une partie qui est vraiment d'infrastructures d'informatique, communication, capteurs, etc. Donc là, il faut les bonnes technologies, les bons geeks parfois, etc. Mais aussi, il faut les connaissances physiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe. Et là il faut le bon spécialiste, parce que si on ne fait pas le bon modèle, ça ne sert à rien. Mais derrière ça, moi, j'ajoute aussi, il y a une réponse par problème business, en fait. Typiquement, si vous avez à résoudre un problème qui est que les analyses de crash que vous faites en numérique ne correspondent pas à vos mesures de crash, par exemple, là, il faut un modèle spécial pour ça. Il faut des morceaux de jumeaux numériques spécial pour ça, avec les bonnes mesures, les bonnes détections, et puis derrière, des super experts. Alors là, il faut les chercher. Donc c'est un peu un problème business, un axe du jumeau numérique. Je ne vais peut-être pas dire un jumeau numérique, mais au moins un morceau du jumeau numérique. C'est donc derrière ça la notion de modèle, de réduction de modèle et toutes les spécialités sur la spécialisation de ce modèle pour résoudre un problème business. Si le problème business est mal posé, vous n'aurez sans doute pas la bonne réponse.
On peut imaginer, allez-y Eric. Juste pour compléter sur cette partie intelligence artificielle qui est effectivement un peu au cœur du sujet dans le jumeau numérique, parce qu'on va être obligé de lui faire confiance. Les données, elles sont programmées quand même. Elles sont programmées soit sur la base de modèles donc, qui viennent de l'expert métier, donc il faut un informaticien pour traduire ça dans un langage qu'un modèle peut exploiter. Ça peut venir de statistiques, ça peut venir de beaucoup de choses. Et ça, cette notion-là de traitement des données, elle existait déjà. Avec Excel, tout le monde en fait, du traitement de données. On est capable de tirer une droite pour faire une régression linéaire, avec des prospectives dans le futur, en disant si ça continue à être linéaire, demain ça va atteindre cette limite-là. C'est déjà un jumeau numérique, une droite. Pour une température, une courbe de température, ça suffit pour être capable de prédire que là ça chauffe, c'est pas normal. C'est l'expert métier qui donne les seuils. Ou bien c'est l'intelligence artificielle, mais elle est de toute façon programmée selon des règles métiers. Effectivement, il faut savoir les programmer, les traduire, les faire tourner en temps réel. Et ça, c'est ce qui est donné de nouveau. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut traiter maintenant beaucoup plus de données avec beaucoup plus de paramètres. Et il y a la quantité de données déjà et le nombre de paramètres qu'on doit suivre en parallèle qui n'était pas possible avant. Avant, on savait suivre une température et puis un potentiomètre. Maintenant, on peut suivre tous les paramètres de la machine grâce à l'intelligence artificielle. Mais elle reste programmée et elle doit être explicable, surtout dans le jumeau numérique. Elle doit être explicable. Et ce qu'on évoque là, c'est qu'en fait, finalement, les data experts qui vont gérer toute cette partie numérique, donnée du jumeau numérique, à la fois, ça sera des gens un peu hybrides aussi, j'ai l'impression, qui vont avoir une grande habitude de la donnée, de l'intégration, de la compréhension de la donnée, et à la fois qui auront une expertise métier, parce que comme vous le soulignez, Denis, il y a tellement de secteurs où on peut appliquer le jumeau numérique. Il y a des data scientists qui devront avoir quand même une bonne expérience de la vie des matériaux, des métaux par exemple, ou d'autres qui auront un aspect peut-être sociologique, ceux qui vont travailler sur le jumeau numérique d'une ville, ils vont peut-être avoir besoin d'une expertise sociologique. Donc on le voit, ça sera ce métier, pour ceux qui nous écoutent, et on sait que c'est un métier d'avenir, c'est parmi les métiers émergents aujourd'hui, ça va être en fait des personnalités avec des connaissances un peu hybrides. J'ai une grande habitude de la donnée, de la gestion de données, puisque ça va être mon outil de travail, et en même temps j'ai une expertise métier sur un thème. Et du coup, ils auront ce potentiel-là sur un jumeau numérique précis. C'est ça l'idée ? Oui, complètement. Enfin, ça rejoint clairement l'évolution qu'on mène au niveau des cursus ingénieurs arts et métiers, par exemple, où on va introduire effectivement de plus en plus des connaissances autour des techniques d'IA, d'apprentissage artificiel. L'objectif n'étant pas de faire des spécialistes de ces techniques-là, mais des ingénieurs capables de mettre en œuvre ces outils et de les exploiter en concertation, bien sûr, et avec l'appui des vrais spécialistes. Mais il y a besoin, effectivement, de la même manière que ce que je disais tout à l'heure, pour les data scientists, à un moment donné, il faut quand même comprendre un petit peu les données qu'on manipule. Si on manipule des données dans le domaine de la finance, c'est pas tout à fait les mêmes que si on manipule des données dans le domaine de la physique, ou de la mécanique, de la thermique, etc. Donc, il faut cette connaissance un peu croisée. Vous voulez rajouter, Denis ? Je vais peut-être avoir un commentaire un petit peu tranché par rapport à la question que vous avez posée juste avant. En fait, la personne hybride qui maîtriserait le jumeau numérique, je caricature exprès. Oui, allez-y, on est là pour ça. Ça peut ne pas marcher dès lors qu'on a un produit complexe ou un grand groupe industriel, du fait que il y a beaucoup de casquettes pour que ça marche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de maîtriser le câblage, tout ça, la partie IoT, l'infrastructure, la communication, tout ça. Déjà ça, il y a plusieurs spécialités parce que la cybersécu, c'est pas la même que ceux qui vont peut-être savoir où placer les capteurs, etc. D'autre part, après, il faut... Ça sera un travail d'équipe. Voilà, exactement. Ce sera un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, moi, mon problème, c'est ça. Business, et pas mon problème, informatique ou autre. Donc en liaison avec les clients, la stratégie de la boîte, etc. Il faut qu'il y ait des gens qui disent, moi je suis dans les algorithmes, je sais vous dire ce qu'on peut faire avec ces algorithmes, donc c'est l'algorithmicien.
Derrière, après, il y a des gens qui vont développer. En général, c'est pas les mêmes. C'est plutôt le data scientist et le développeur. Et puis vous avez après les gourous, les experts, comme vous disiez tout à l'heure, sur un problème particulier physique ou parfois multiphysique ou autre, qui pourra faire, comme vous le disiez tout à l'heure, tout à fait, Eric, de la réduction de modèle. Pourquoi faire un truc 3D quand on a besoin, quand une courbe suffit. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt des capacités à travailler en équipe et de la subsidiarité. C'est en général le gars qui est bien capable de poser le problème business. C'est rarement celui qui trouvera le bon algorithme, sauf s'il a eu de vie. Voilà. Et au niveau de l'apprentissage, quand même, il y a une chose intéressante, c'est que oui, il faut que les gens apprennent. Donc un data scientist qui travaille toujours sur la smart city, il va être meilleur. Donc il va effectivement, lui, apprendre à choisir le bon algorithme. L'algorithme aussi doit apprendre. On parlait d'apprentissage machine learning, c'est ça. Si on utilise une base de données qui est déjà renseignée par rapport à la problématique qu'on cherche, elle sera bien plus efficace. Donc ça aide aussi à choisir en fonction de ça. Et donc après, de fil en aiguille, des spécialités comme on les créait avant, basées sur l'expérience, sur l'empirisme, ça s'adapte aussi à tout ce qui est intelligence artificielle. Donc le jumeau doit apprendre, c'est un cercle. On boucle l'apprentissage du jumeau à chaque opération quasiment. Et on le voit, c'est un développement, je fais un parallèle avec l'open innovation, c'est un état d'esprit qui est très collaboratif avec des experts métiers très pointus et on travaille en ouverture et toute la machine avance en même temps un peu. Il y a ce côté-là et elle doit se prévoir dès le début avec un objectif clair, ça c'est ce que je retiens aussi. Il faut que le jumeau numérique, il ait un but vraiment très précis et on va travailler vraiment en collaboration forte avec beaucoup de métiers différents. Ça c'est un peu nouveau aussi, c'est ce qu'amène l'open innovation. Oui, tout à fait. Je voulais juste rebondir par rapport à ça, c'est qu'on dit le jumeau numérique, mais en fait, le jumeau numérique, il n'y aura jamais vraiment un jumeau numérique. On va de plus en plus aller vers des problématiques de jumeaux numériques modulaires. Chaque partie aura son jumeau numérique et se posera la question de combiner entre eux ces jumeaux numériques, finalement revenir à des problématiques de type ingénierie système, approche système, système de système, etc. Et entre guillemets, l'interaction, les interactions, la communication, l'intégration entre tous ces différents jumeaux de chaque partie reste, à mon avis, un vrai sujet d'avenir. Un sujet d'avenir et un vrai challenge parce que du coup on va être comme dans la réalité en fait, on va dupliquer ce qu'on a fait dans la réalité, on part d'un produit puis tiens on augmente la chaîne d'assemblage et puis il faut reconnecter, on va changer de bâtiment, etc. Il y a ça, vous vouliez rajouter? Oui, c'est juste effectivement on voit l'émergence de l'ingénierie pilotée par des modèles, le MBSE en anglais, là, Model Based System Engineering. Derrière ça, finalement, on a plusieurs modèles qui permettent de focaliser des problèmes à résoudre, problème de perfo à la base, problème de performance du produit qu'on vise, mais aussi, ça peut être, quand on dit performance, ça peut être performance dans le fait que le produit se maintient bien, etc. Donc là, c'est des disciplines qui vont bien avec le jumeau numérique, cette conception utilisant des modèles. Bon, je vois le timer qui tourne, il nous reste 2 minutes. On peut faire un petit tour de table avec peut-être... on a évoqué des sujets très larges, on le voit, c'est un écosystème foisonnant, ce jumeau numérique. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme mots-clés, comme valeur très forte sur ce concept, si on fait un tour de table dans le travail? Moi, j'ai envie de dire que c'est un domaine passionnant. Je vois que ça passionne nos équipes, ça passionne le public, les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, effectivement, qui
Et je dirais, on est au début, je pense, d'une belle révolution encore dans le monde de la digitalisation des cycles de vie produits, peut-être comparable à l'arrivée de la modélisation 3D, de la CAO, il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, ça paraît naturel à tout le monde fait de la CAO, des maquettes numériques. C'était pas le cas au tout début, et je crois que sur les jumeaux numériques, on en est un peu au début. Il y a beaucoup de boulot et beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là. Avec une notion conseil qui va être vraiment vitale de la part de gens comme le CETIM, comme les Instituts Carnot. Il y aura, je pense, une dimension conseil pour accompagner les entreprises. Parce que c'est un domaine tellement complexe qu'il y a beaucoup de gens de PME, de TI, ils vont se dire comment je rentre dedans, comment je fais le pas et je rentre dans l'univers. Tout à fait, mais on est là pour ça. J'imagine. On vous attend. Denis le disait d'ailleurs, c'est un fourre-tout le mot. Oui, bien sûr, c'est un mot valise. Il faut savoir faire le tri dans tous les outils et voilà, moi le mot-clé c'est le juste jumeau, quoi. Il faut qu'il soit juste, fiable, valable, et il faut qu'il soit aussi au juste nécessaire. C'est le plus important. Excellent. Denis, comme le chrono tourne, dernier mot. Deux fondamentaux. Il y en a un, c'est qu'est-ce qu'on vise. Donc, c'est quoi l'axe business qu'on fait derrière ce jumeau, parce qu'on ne peut pas faire un jumeau pour tout. Et le deuxième, peut-être, c'est un truc un tout petit peu plus technique. Il y a des fondamentaux techniques à avoir. Gérer la configuration du jumeau sur différentes étapes du cycle de vie ou sur la diversité du produit lorsque le produit a beaucoup de diversité. Si on ne gère pas bien la conf, on va avoir un jumeau qui risque d'être faux. Voilà. Très bien. Merci à tous les trois. On peut prolonger, bien sûr, en direct avec vous sur le Salon Global Industrie. On rend l'antenne. À très bientôt sur le Salon Global. Et puis, voilà, la journée continue. Merci à tous les trois. Merci. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence.